En tout juste 60 ans, nous en sommes arrivés à ceci. Des microprocesseurs contenant des milliards de transistors. Ils sont l'expression ultime de la puissance à laquelle il est possible de parvenir quand on a compris le monde de la matière. Pénétrer au plus profond de la matière a transformé la société humaine. Les immeubles dans lesquels nous vivons, la façon dont nous nous déplaçons, la manière dont nous communiquons. Tout notre mode de vie résulte en grande partie des efforts qui ont été réalisés pour comprendre de quoi est fait notre monde. Et le voyage est loin d'être terminé. Il reste de nouveaux niveaux à découvrir, toujours plus étonnants. Ce qui nous semble inexplicable aujourd'hui est peut-être simplement ce que nous ne comprenons pas encore. Ce que nous apprenons à l'école n'est pas exactement la vérité. Et en plus, les sens nous jouent des tours. On doit se demander, quelle est la réalité dans laquelle on se trouve? Les physiciens modernes disent que ce ne sont que des ondes d'information. Dois-je les croire? J'espère. Et ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques. L'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même.
jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de deux tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Billes ou vagues? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Dans la mécanique quantique, nous ne savons pas nous situer dans le monde à nous-mêmes en tant qu'observateurs. Nous ne savons pas comment nous traiter à nous-mêmes comme observateurs, comme une partie en plus du système physique que nous décrivons. La seule façon que nous connaissons d'étudier la mécanique quantique, comme on l'entend traditionnellement, c'est en maintenant l'observateur en dehors du système qui est décrit. Quand on le met dedans, on se retrouve devant tout ce paradoxe. Et en mécanique quantique, nous nous voyons obligés de dire des choses comme « Regarde, le livre fait ce qu'il fait pour la mécanique quantique, et moi je le vois parce que je suis là et je le vois. Et c'est mieux que tu ne tentes pas d'analyser la deuxième partie de la phrase depuis un point de vue de la mécanique quantique, parce que cela ne marchera pas. C'est pour cela qu'il y a deux lois de l'évolution des systèmes physiques. Une pour quand tu ne regardes pas, et une autre pour quand tu le fais. Mais c'est de la folie. Il est impossible d'arriver à mathématiser ou que l'on applique une formule mathématique à l'acte même dans lequel un observateur conscient trouve la réponse. Les gens disent, mais s'il y a des dispositifs de médiation, l'appareil l'enregistre et il est là, dans une cassette enregistrée. Mais si j'oublie une partie de l'équation, quelqu'un doit regarder la cassette. Et jusqu'à ce que quelqu'un la regarde. Sur la cassette, il n'y a rien. Quand tu ne regardes pas, il y a des zones de possibilités. Quand tu regardes, il y a des particules d'expérience. Une particule que nous imaginons comme quelque chose de solide, en réalité existe dans ce qui s'appelle une superposition, une onde dépliée de positions possibles. Elle s'y trouve dans tout en même temps, mais au moment où tu la regardes, elle se met dans une seule des positions possibles. Il est facile de créer des situations dans lesquelles les équations du mouvement prévoient que, par exemple, l'onde de fonction, le psi d'un ballon de basket, se distribue de façon uniforme sur tout le terrain. Nous n'avons aucune idée de l'aspect que pourrait prendre un tel état. Selon la loi de la mécanique quantique, en théorie, c'est un état dans lequel la question n'a même pas de sens d'être formulée. Où est le ballon? Cela correspond, selon la loi de la mécanique quantique, à demander où est un ballon de basket dans la psi est réparti de façon uniforme sur tout le terrain. C'est l'équivalent logique de demander, par exemple, l'état civil du numéro 5. Vous comprenez? Il ne s'agit pas du fait que tu ne connaisses pas la réponse. Il ne s'agit pas que tu saches si le numéro 5 est marié ou pas. Pour commencer, la réponse est totalement inappropriée. Le numéro 5 n'a pas d'état civil. Pas de sujet sur lesquels poser une question. Et de la même manière, une balle dont la fonction d'onde est distribuée de façon uniforme sur tout le terrain, par cohérence, n'a pas de position que l'on puisse définir. Le fond du problème du mesurage est autre. Même si l'équation de Schrödinger prévoit, dans certains cas, les circonstances que nous savons reproduire dans un laboratoire, les ballons devraient se présenter dans des états pour lesquels il n'y a pas de phénomène compréhensible, des états dans lesquels on ne peut pas formuler une question raisonnable sur leur emplacement. Et même ainsi, lorsqu'on regarde le terrain dans ces situations, nous voyons toujours un ballon ici, un ballon là-bas, et un autre encore plus loin. Le
fait de voir le ballon dans un endroit précis, au lieu de le voir comme s'il s'agissait de science-fiction, impossible à imaginer puisque nous ne pourrions pas demander sa position, et également le fait de toujours le voir dans un endroit concret, est un non-accomplissement explicite des équations du mouvement. Et c'est exactement à ce point que le problème du mesurage surgit. Si nous regardons, des choses se passent, sinon rien. La question est, jusqu'où vous voulez aller dans le fond du terrier? Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. L'idée qui sous-tend la mécanique quantique, c'est que le monde est beaucoup plus riche que ce que l'on en voit. Lorsque l'on regarde une particule, on la voit en un endroit et un seul. Selon la physique quantique, quand on ne la regarde pas, cette particule existe partout. La probabilité est peut-être plus forte de la voir à un endroit plutôt qu'à un autre. Mais l'éventail de possibilités est en fait infiniment vaste. La mécanique quantique introduit des ondes partout, même pas attachées à la matière. Les électrons sont des ondes, donc remplissent tout l'univers. Un électron remplit tout l'univers, donc il y a déjà la notion de vide va être fortement bouleversée. Mais s'il s'agissait d'objets quantiques, nous pourrions être plus sceptiques. Jusqu'à quel point pouvons-nous supposer que les systèmes que nous observons existent réellement, avec toutes leurs propriétés, indépendamment de notre observation et avant même notre observation? Moi, je voudrais poser une question certainement basique. Comment le système sait qu'on le mesure? Vous parliez, le premier intervenant disait, c'est parce que, enfin, pourquoi les franges d'interférence, etc. Et l'explication dit parce qu'il y a une mesure. Mais comment le système sait qu'il est mesuré? Mais personne n'en sait rien. C'est ça le truc, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle une réduction du paquet d'ondes. C'est-à-dire, quand le système, je reviens toujours à l'exemple de l'électron dans un état superposé. Quand l'électron est dans l'état A plus B. D'accord? Si je ne fais pas de mesure, il demeure dans l'état A plus B. Maintenant, si je fais une mesure de la position, je vais trouver B. Donc, aussitôt après la mesure, l'état quantique de l'électron, ça ne sera plus A plus B, puisqu'il est localisé, ça sera B. Donc, quand je fais une mesure, le système passe de A plus B à B, en l'occurrence. Mais il y aura d'autres cas où sur le même système, si je refais une mesure de position, je trouverai non pas B, mais A. Et dans ce cas-là, après la mesure, l'état du système, ça sera A et pas B. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'un système, parce qu'il est mesuré, réduit son paquet d'ondes, il transforme la somme qui le décrit en un terme unique? On n'en sait rien. Il y a des gens qui ont pensé que c'était la conscience de l'observateur. Il y a des gens, voilà, etc. Il y a des tas d'hypothèses qui ne sont pas tranchées. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc c'est une question ouverte, si vous voulez, parce que quand vous avez un tel phénomène qui se produit, on a envie de se poser la question que vous posez, c'est-à-dire qu'est-ce qui est l'acteur de la réduction du paquet d'ondes? Est-ce que c'est l'appareil de mesure?
Est-ce que c'est la particule qui se dit, tiens, on m'observe, je vais prendre position, parce que c'est au sens propre du terme, hein. C'est-à-dire cette ambivalence dans laquelle je suis va énerver les gens. Donc non, mais dans la vie, ce qui est marrant, c'est que le monde quantique ressemble au monde dans lequel nous sommes. Quand vous êtes observé vous-même, il y a un certain nombre de comportements que vous annulez. D'accord ? Regardez, au feu rouge, les gens se grattent le nez sans savoir qu'ils sont observés. Et puis dès qu'ils se voient qu'ils sont observés, ils arrêtent. Donc le fait que l'observation change nos comportements est quelque chose d'assez commun dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde social. Et l'étonnant, c'est de le retrouver d'une certaine façon, et je mets des guillemets, dans le monde quantique. À l'Assemblée, il y a beaucoup plus de députés quand il y a des caméras. D'accord ? Donc vous êtes d'accord que l'observation change nos comportements. Niels Bohr, le père de la physique quantique, a dit « Quiconque n'est pas choqué par la théorie quantique ne la comprend pas ».
Mais le phénomène le plus étrange a lieu lorsque l'on place des détecteurs à côté des fentes. Lorsque les photons sont sous surveillance, le motif de l'onde disparaît. Si on retire les détecteurs, il réapparaît. Cette expérience laisse supposer que nous pouvons modifier le comportement de la réalité simplement en l'observant. Cela voudrait-il dire que la réalité n'existe pas ? La réponse moderne à cette question est que le chemin emprunté par le photon ne fait pas partie de la réalité. En conséquence, nous ne pouvons pas déclarer que le photon passe par telle ou telle fente. Nous ne pouvons pas non plus dire que les photons passent à travers les deux fentes. Ce type d'expression n'est plus applicable. Devrions-nous continuer à récolter les fruits de la mécanique quantique et accepter qu'à cette échelle, la nature fonctionne selon des règles qui resteront à jamais mystérieuses ? Ce qu'il faut retenir, et qui est très intéressant, c'est que la physique quantique est née il y a près d'un siècle, et pourtant, nous continuons à en fixer les bases. Je crois que lorsque nous la déterminerons avec certitude, ce sera une véritable révélation. Nous découvrirons quelque chose qui n'aura rien à voir avec ce que nous pensions. Si les théoriciens de la physique quantique ont raison, nous ne comprendrons jamais les fondements de notre univers. Nos espoirs de trouver une théorie définitive seront déçus et l'humanité se heurtera à un mur qu'elle ne pourra pas franchir. Mais aujourd'hui, un groupe de scientifiques rebelles, de plus en plus nombreux, pense qu'il pourrait y avoir une explication logique à l'invraisemblance de la mécanique quantique. Et l'espoir de découvrir l'ultime vérité de l'univers peut renaître. Donc le titre, le quantique des quantiques, le monde existe-t-il? C'est un titre qui a l'air un peu compliqué. Donc c'est une théorie qui est basée sur l'algèbre linéaire, bon souvenir de prépa, et qui régit le monde microscopique. C'est-à-dire c'est une théorie, aussi bizarre soit-elle, dès qu'on va vouloir essayer d'expliquer des phénomènes comme les évolutions d'atomes par exemple, on va être obligé de l'utiliser. C'est incontournable maintenant. Et donc dans cette théorie, un système, l'état d'un système va être représenté par un vecteur. Le vecteur, c'est un objet qu'on connaît bien. Et ce vecteur état, il va être solution de l'équation, la célèbre équation de Schrödinger. Donc je n'ai pas écrit l'équation de Schrödinger, tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle est linéaire. Et comme elle est linéaire, les profs de prépa vous l'ont souvent dit, pour une équation linéaire, toute combinaison linéaire de solutions est également solution. Ce qui veut dire que si notre système peut être dans différents états, alors il peut également être dans une combinaison linéaire de ces différents états. C'est ce qu'on appelle la superposition d'états quantiques. Il y a même plus fort que ça. Si là j'utilise une notation un peu obscure et propre aux physiciens quantiques, le ket pour décrire l'état, donc si j'ai l'état psi de mon système qui peut se décomposer à la fois comme un état 1 et un état 2, le coefficient qui est juste devant, si je l'élève au carré, ça va me donner une probabilité. Ce qui montre qu'intrinsèquement, la physique quantique, ce n'est pas un modèle déterministe. Ça ne nous dit pas notre atome, il est dans tel état, il est dans tel état. Il nous dit juste, il est dans une combinaison linéaire de ces états. Et les coefficients de devant, ils vont nous donner la probabilité qu'on a de l'observer dans cet état. Dans la vie de tous les jours, on n'observe pas des gens qui sont en superposition d'états. Du coup, il a fallu un postulat pour relier ce qu'on observe, les calculs, avec notre expérience quotidienne du monde macroscopique. C'est ce qui s'appelle le postulat de réduction du paquet d'ondes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on mesure un système, eh bien, il ne sera plus en superposition d'états, il va se cantonner à cette valeur qu'on a observée et il va se comporter comme un système macroscopique, bien connu. Maintenant que j'ai fini la partie théorique, vous pourrez respirer, quel sens on peut donner à ces lois? Parce que maintenant c'est bien beau, c'est de la physique, c'est des mathématiques, ça marche, mais si on essaye de comprendre ce qu'elles peuvent impliquer d'un point de vue philosophique. Le premier à y avoir vraiment réfléchi, c'est Schrödinger, celui-même qui a fait la célèbre équation qui donne l'évolution des états quantiques. Et Schrödinger a dit, si on prend une boîte, qu'on y place un atome, un noyau radioactif qui a une chance sur 2 de se désintégrer, et que ce noyau radioactif est relié à un système qui, dès lors que le noyau va se désintégrer, casse une fiole contenant du poison, et le physicien un peu sadique aura rajouté un chat à côté du poison, eh bien, dès que l'atome va se désintégrer, normalement, le chat va mourir. Sauf que la physique quantique, elle ne nous dit pas que l'atome, il se désintègre ou il reste intact. Elle nous dit qu'il est une combinaison des deux. Il est à la fois intact et à la fois désintégré.
ce qui veut dire que le chat, dans la boîte, est à la fois mort et vivant. Ce qu'on peut écrire en utilisant toujours les notations des physiciens quantiques, que le chat est une combinaison linéaire de mort et de vie, avec un facteur 1 sur racine de 2 pour que la somme des probabilités fasse 1 et que les mathématiciens soient contents. Ce que nous dit la physique quantique, c'est qu'avant qu'on ait ouvert la boîte, le chat il est à la fois mort et vivant. Sur le papier, c'est beau, mais qu'est-ce que ça peut signifier? Après avoir fait toutes ces théories, il faudrait quand même se demander si elles ont un sens réel. Et ensuite, quelque chose d'encore plus surprenant, une fois qu'on ouvre la boîte, notre chat il ne va pas être en superposition d'état. Il va être soit mort, soit vivant. Et donc, on peut le schématiser ainsi, c'est-à-dire que la mesure de notre système l'a fait passer d'un état de superposition à soit l'état vivant, soit l'état mort, avec une probabilité de 1,5 pour chacun. C'est comme si le système savait qu'on le mesurait. Dès qu'on ouvre la boîte, notre chat, notre atome, sait qu'on l'observe et va cesser il va se cacher de son état quantique. Il va soit se mettre désintégré, soit intact. Il ne veut pas se montrer à nos yeux sous ces deux formes à la fois. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la mesure quantique. Pourquoi rien que le fait de mesurer, ça va influer autant sur les systèmes? Maintenant, les courants philosophiques, quelques-uns de ces courants philosophiques pour essayer d'expliquer ces bizarreries propres à la mécanique quantique. Car jusqu'à présent, c'est que dans ces genres de théories qu'on retrouve des paradoxes de ce genre concernant l'existence ou non d'un chat mort ou vivant. Donc les idéalistes, courant représenté par Eugène Wigner, qui est un physicien. Tous ceux que je vais vous présenter n'ont rien de savant totalement étrange ou loufoque, ce sont des physiciens, mais à côté de leurs travaux en physique, ils ont essayé de s'interroger sur la signification philosophique de leur recherche. Donc pour Eugène Wigner et ses collaborateurs, c'est la conscience qui va décider de l'état final du système. Ça peut paraître bizarre, parler de conscience en physique, mais selon lui, quand on va ouvrir la boîte, notre chat à l'intérieur, il est à la fois mort et vivant. Il est dans un état de superposition. Et notre œil va se mettre lui aussi dans un état de superposition. Un œil qui voit un chat mort, un œil qui voit un chat vivant. Pareil pour le nerf optique, jusqu'à ce qu'on atteigne la conscience. Et la conscience, elle va fixer et décider de l'état du système, selon la philosophie idéaliste. Maintenant, on n'est pas obligé d'accepter tout ce qu'ils nous disent comme ça, on peut s'interroger. Donc, comme je disais, c'est la conscience qui va fixer l'état du système. Une première question, c'est comment le système va savoir que la conscience, par exemple, a décidé qu'il devait se mettre dans un tel état. On peut dire que l'état va disparaître instantanément, sans énergie, il va savoir tout seul. Ou alors que la conscience va émettre un signal, restera à en préciser la nature, qui remonterait le cours du temps, parce que les systèmes, en l'occurrence le chat, il ne va pas attendre que le message soit arrivé jusqu'à la conscience pour décider s'il est mort ou vivant. Il va le faire dès qu'on ouvre la boîte. Donc ça supposerait que notre conscience envoie un message qui va remonter le cours du temps pour dire au chat « faut que tu sois mort là ». Et pire encore, si on n'a accès au résultat qu'un an après. C'est ce qui arrive dans les accélérateurs de particules. Souvent, ce sont des ordinateurs non dotés de conscience qui enregistrent toutes les données. Et le physicien, le brave physicien, sur son écran, il a accès qu'au résultat plusieurs mois ou voire un an après. Est-ce que ça veut dire que c'est seulement au moment où le physicien lit les résultats qu'il va fixer un état qui a eu lieu un an auparavant? Ça veut dire que cette fois-ci, ce n'est plus l'histoire de quelques millisecondes, le temps que ça arrive à l'œil. On remonte sur des échelles de l'année. Et là, on a vraiment des idéalistes intégristes, extrémistes, si je puis dire, qui disent que la conscience a un rôle tel dans la perception qu'on a du monde réel que le monde n'existerait pas sans être conscient. C'est-à-dire que si je tourne le dos à quelque chose, il peut très bien ne pas exister. Et un autre problème de Wigner, ce qu'il a dit, ça c'est si moi je regarde les résultats, mais je ne suis pas tout seul. Si c'est un ami qui le fait, qui va fixer les résultats? Moi, mon ami. Est-ce que je dis que mon ami il a une conscience telle qu'il est capable lui aussi de fixer des résultats, puis ensuite de me les communiquer? Ou alors que la seule chose dont je suis vraiment sûr, c'est que moi j'existe? Et est-ce que ça voudrait dire que mon ami va lui aussi se mettre dans une superposition d'état et que c'est moi qui vais lui imposer l'état dans lequel il se trouve? Ça voudrait dire que ma conscience, quelque part, se placerait au-dessus des autres et que les autres seraient des êtres subordonnés à ma conscience. Et donc, en termes philosophiques, ça serait l'intersubjectivité, donc on a la communication des consciences, contre le solipsisme. C'est la théorie du « moi j'existe » et les autres, ils existent en apparence, mais j'en ai aucune preuve et ils sont subordonnés à mon bon désir.
Ensuite, on a les matérialistes qui, eux, nous disent « Non, non, il n'y a pas d'histoire de conscience, quoi que ce soit. La physique quantique, elle dit les bons résultats de A à Z, elle ne se trompe pas. » Donc le premier, c'est Hugh Everett, qui a dit que, effectivement, le chat, il est à la fois mort et vivant, et quand on ouvre la boîte, il choisit un des deux états. En fait, il ne va pas choisir un des deux états. Il va être dans les deux états. C'est juste que l'univers va se séparer en deux. Un univers dans lequel le chat sera mort, un univers dans lequel le chat sera vivant. C'est très élégant. Il n'y a pas moyen de le prouver jusqu'à présent. Donc, c'est très joli, hein, c'est ce qu'on peut dire. Mais il y a une autre théorie qui est assez en vogue en ce moment, c'est la décohérence quantique. C'est-à-dire que oui, effectivement, les états de superposition, ça existe, mais seulement à très petite échelle. Parce que le problème, c'est que dès qu'on va avoir une trop grande échelle de mesure, ça va multiplier les interactions entre notre système mesuré et l'environnement. Et ces interactions, on montre mathématiquement qu'elles ont tendance à tuer les superpositions d'états. Donc cette théorie est encore incomplète, mais elle apporte des premières vérifications expérimentales pour le moment. Donc c'est ce qui fait qu'en ce moment, c'est un peu la favorite parmi les physiciens qui cherchent une interprétation. Ensuite, on a les déterministes, comme Albert Einstein. Albert Einstein, il a contribué à l'élaboration de la théorie quantique. Mais il a dit, c'est bien beau ces trucs de probabilité, mais Dieu ne joue pas au dé. Et la physique quantique a beau être une jolie théorie, elle est juste pas complète. Et c'est donc qu'il doit exister des variables cachées. C'est le terme physique pour dire d'autres degrés de liberté auxquels on n'a pas accès. Mais si on prend ces autres degrés de liberté en compte, en fait, on se rendra compte que ces états de superposition, c'est juste une mauvaise interprétation d'un phénomène bien plus grand, d'une théorie bien plus grande qui engloberait davantage de phénomènes. Et nous, sur notre bonne vieille Terre, à 1 milliard d'années-lumière de là, on va observer le photon qui vient du quasar. Et c'est seulement, la théorie le montre, et c'est vérifié par expérience, c'est seulement au moment où on mesure le photon, qu'on mesure sa vitesse ou sa position par exemple, sur la Terre, qu'on va fixer le chemin qu'il a emprunté. Ici, celui du haut ou celui du bas. Ça veut dire que notre observation, elle choisit quel chemin a été pris, mais il y a 1 milliard d'années. C'est-à-dire que notre observation maintenant, elle influe sur des événements qui ont eu lieu il y a 1 milliard d'années. Je vous ai présenté plein de courants philosophiques. Le dernier, et parmi surtout le majoritaire, celui le plus représenté actuellement, c'est l'interprétation de Copenhague, ou le positivisme. C'est-à-dire qu'effectivement, la physique quantique, elle a des aspects très bizarres, mais elle ne porte pas sur la nature des choses, sur la réalité. Elle est là seulement pour augmenter notre connaissance qu'on a sur la réalité. En gros, la physique quantique, ça marche, ça donne des bons résultats, c'est vérifié, c'est vérifiable et c'est vérifié. Et c'est ça l'essentiel. Merci de votre attention. Si l'on attaque le problème du voyage dans le temps sous l'angle de la mécanique quantique, on peut s'attendre à tout. Toutefois, les conclusions stupéfiantes de l'expérience des fentes de Young ne s'arrêtent pas là. Au cours des dernières années, la technologie a permis aux scientifiques de procéder à une variation fascinante de cette expérience. Et les résultats remettent en question notre perception même du temps. C'est un peu une version high-tech de l'expérience des fentes de Young. On projette des électrons sur un panneau à 2 fentes, mais les scientifiques peuvent attendre, avant de décider de les observer ou non, que les particules aient franchi les fentes, tout en n'étant pas encore parvenues au 2e panneau. C'est comme si je me trouvais sur un terrain de baseball et qu'on tirait une balle en direction du panneau à fentes. Je ferme les yeux, donc la balle passe par les fentes en se comportant comme une onde. Mais au dernier moment, avant que la balle ne touche le 2e panneau, j'ouvre les yeux et je l'observe. À ce moment-là, les électrons redeviennent des particules et semblent s'être comportés comme tels depuis le début de leur trajectoire. Donc c'est comme si elle remontait le temps jusqu'à avant les fentes pour décider de passer à travers l'une ou l'autre, et non pas à travers les deux à la fois comme elle l'aurait fait en se comportant comme des ondes. C'est de la folie. C'est ça l'énigme. Notre choix de la façon dont sera menée l'expérience détermine l'état antérieur de l'électron. D'une façon ou d'une autre, on a une influence sur la particule, qui semble agir dans le passé.
Les scientifiques commencent seulement à entrevoir l'impact de ces mystères microscopiques sur le voyage dans le temps et sur le fait de modifier le passé dans notre monde. Mais une chose est claire. Les règles qui régissent ce monde subatomique nous font entrer dans un univers tout aussi mystérieux que de la science-fiction. La physique quantique semble même suggérer que la réalité n'est que le fruit de notre imagination. Entre sans crainte dans un de ces modules. Je suppose qu'à ce stade, tu auras mesuré l'importance de mon invention et tout ce qu'elle va bouleverser. Mais le père véritable de l'étrange dans l'extravagant monde de la physique quantique est l'entrelacement. Si la symétrie d'inversion temporelle termine la notion du temps, l'entrelacement détruit notre expérience de l'espace. Deux objets, deux électrons créés en même temps, sont entrelacés, envoyant un à l'autre bout de l'univers. Et maintenant, fais quelque chose à l'un des deux. L'autre réagira à l'instant. À l'instant. Ou l'information voyage à une vitesse infinie. Ou, en réalité, elles sont toujours connectées. Elles sont entrelacées. Et, comme tout était entrelacé lorsque s'est produit le Big Bang, la conclusion est que tout reste en contact. L'espace n'est que le conduit qui nous donne l'impression qu'il y a des objets séparés. Nous sommes-nous suffisamment enfoncés dans le terrier ? Oui, alors on est ici à l'école de physique de Genève où se réalise un des projets du pôle de photonique quantique, celui qui concerne les communications quantiques, et plus particulièrement quelque chose de fascinant qui s'appelle la téléportation quantique, qui consiste à pouvoir faire disparaître un objet d'ici pour le faire réapparaître là, et ceci sans qu'il existe entre deux. Alors ça a l'air complètement magique et c'est effectivement un lieu où la science rejoint un peu la science-fiction. On va peut-être tout de suite quand même préciser une chose, c'est que quand je dis que l'objet disparaît là, c'est pas que la matière disparaisse, mais c'est que toute la structure de l'objet disparaît. Et de l'autre côté, la matière est déjà là, mais elle n'a aucune structure au début, et ce n'est qu'à la fin du processus de téléportation qu'elle acquiert toute cette structure. Alors donc, l'objet passe d'un côté à l'autre sans exister entre deux. Comment est-ce possible? Par où est-ce qu'il passe? Alors, il ne passe pas dans notre espace habituel, il utilise une propriété de la physique quantique qui s'appelle l'intrication. C'est une propriété que peuvent avoir deux ou plusieurs particules qui, même si elles sont séparées dans l'espace, continuent à former un seul tout. Alors du moment que ça forme un seul tout, lorsqu'on agit d'un côté, c'est le tout qui réagit, donc aussi l'autre côté. Et donc c'est comme ça qu'en téléportation, en agissant d'un côté, on va pouvoir avoir l'objet de l'autre côté qui réagit. Et ça sert à envoyer des messages secrets. L'idée est simple, puisque vous avez ici quelque chose qui disparaît, qui réapparaît là, mettons-y un message. Ce message, comme il n'existe nulle part entre deux, évidemment, aucun espion ne pourra y avoir accès. Donc, on a ici un système de cryptographie absolument sûr. Les jumeaux ont une connexion particulière. Ils sont reliés les uns aux autres, peu importe les kilomètres qui les séparent.
C'est vachement Et émouvant. même s'il n'y a pas d'explication rationnelle au mot commun, vous avez quand même un capital génétique identique. Et il faut aussi souligner que bien souvent, quand un souffre, même à distance, vous le ressentez, il y a une forme de télépathie. Il arrive même souvent que les jumeaux, quand ils ont par exemple mal au côté droit, l'autre a mal au côté gauche, même à distance. Regardez. Par contre, Gaëlle, pour sa première grossesse, moi j'étais à Paris. Et elle était enceinte, mais j'étais malade pendant un mois. Je savais pas que j'étais enceinte, j'ai eu un traitement pendant Oui. 2 ans et Tu demi. as eu des nausées. Et j'ai été Mais je pendant un mois. vomitais tous les matins, tous les soirs, et j'ai dit à mon compagnon de l'époque, je lui ai dit, bah, écoute, je vais faire un test de grossesse, parce que là, je sens ma poitrine gonfler et tout, je suis pas bien, et elle m'a appris qu'elle était enceinte. Tu faisais une grossesse nerveuse. Peut-être, je sais pas, mais j'étais bien C'était malade. moi qui étais enceinte, et le deuxième pareil, elle avait des envies et j'étais enceinte. Merci. De même, Richard avait très mal au dos, il en pleurait souvent. Et en fait, on a découvert que Damien avait un rein atrophié. Même si nous ne comprenons pas le phénomène, les exemples troublants sont trop nombreux pour être simplement ignorés. Et ils dépassent, de loin, le cadre des jumeaux. Les scientifiques sont toujours réticents. Bien souvent, ils assimilent ces histoires à des coïncidences. L'intrication, vous n'allez pas le rencontrer comme ça dans la rue ou dans votre chambre à coucher, ça n'existe pas dans notre monde habituel, c'est une propriété de la physique quantique. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais cela ne constituerait toujours pas une preuve. Il y a un certain nombre de parfaitement honnêtes et doués, et avec lesquels, à mon avis, on a déjà des signes, même je dirais des preuves, parce qu'une accumulation de signes, même si on ne peut pas les recueillir dans des conditions scientifiques, ça finit par former une preuve tout de même, quand ils sont des milliers et des milliers. Einstein définissait cela comme une effrayante action à distance. Ce n'est pas une chose qui parcourt l'espace-temps, ni qui se déroule dans l'espace-temps. Rien dans l'espace-temps ne peut nous expliquer la nature de ces corrélations éloignées. C'est ce qui nous pousse à conclure qu'elles sont en quelque sorte étrangères à l'espace-temps. Cela entraîne bien sûr de profondes implications pour notre compréhension de l'espace-temps, ou plutôt pour notre non-compréhension de l'espace-temps. Certains scientifiques pensent que l'intrication quantique peut permettre d'envoyer des messages dans le passé. Imaginons des dés quantiques. Je lance le premier dé, il s'arrête sur un chiffre. Je lance le second dé plus loin, et pourtant les deux montrent le même chiffre. Comment cela est-il possible? La mécanique quantique l'explique très clairement. L'état des atomes intriqués change plus vite que le temps qu'il faut au rayon laser pour atteindre l'autre bout de la ville, c'est-à-dire plus vite que la vitesse de la lumière. Impossible, et pourtant vrai. Nous savons comment l'intrication fonctionne. Mais nous ignorons pourquoi elle fonctionne. Tout ce dont nous sommes certains, c'est que la réalité au niveau quantique ne correspond pas à la réalité qui nous entoure. Anton Zeilinger a prouvé maintes et maintes fois, et contre toute attente, que même si certaines de ces prédictions paraissent incroyables, la théorie quantique fonctionne. La mécanique quantique décrit le comportement de toutes les minuscules particules dont notre monde est formé. Cette science nous a apporté les ordinateurs, l'énergie nucléaire, les satellites et la médecine de pointe. C'est-à-dire la plupart des grandes avancées de l'humanité du siècle dernier. Mais le monde de la physique quantique paraît fonctionner à l'inverse des lois de la nature que nous connaissons. Lorsqu'il s'agit de l'infiniment petit, l'univers suit des règles complètement différentes. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie spéculative, car Sheldrake s'est livré avec beaucoup d'attention à des observations précises sur différentes espèces animales. Il semble donc qu'il existe un type très inhabituel de mémoire inhérente à la nature, de telle façon que n'importe quel élément de la nature, des éléments de la même espèce en particulier, contient les caractéristiques de l'ensemble. C'est pour l'essentiel une manifestation du principe holographique des scientifiques Peibam et de Bohr, dans ce cas qui est appliqué à la biologie et comprend aussi l'homme et en général les aspects purement biologiques, mais ça va nous intéresser aussi spirituels.
Le mécanisme de propagation de l'apprentissage semble survenir de façon complètement non locale, principe dit de non-localité de la physique quantique, raison pour laquelle la résonance morphogénétique de Sheldrake peut être comprise comme un site de bio-intrication, si vous voulez, à l'échelle mondiale. Rappelons que le principe d'intrication ou entremêlement consiste à considérer que nous sommes tous unis et non séparés malgré les apparences. Cette théorie, sans l'ombre d'un doute, va drastiquement à l'encontre de l'évolutionnisme du naturaliste britannique Charles Darwin, selon lequel les changements dans le monde biologique nécessitent de longs délais et ne sont pas dus à des facteurs métaphysiques, mais à des processus d'adaptation progressive de l'espèce. D'après les observations de Sheldrake, la nature semble évoluer à travers un réel processus collectif d'apprentissage, parfois soudain, plutôt que sur la base de mutations fortuites et très lentes. La portée des recherches à long terme de Sheldrake est très vaste, et nous l'avons dit précédemment, elle se base en particulier sur les tests expérimentaux faits sur diverses espèces animales. D'après donc ces recherches, il existerait un mécanisme à travers lequel, lorsqu'un groupe humain ou animal acquiert certaines propriétés comportementales, psychologiques ou organiques, eh bien ces propriétés se transmettent synchroniquement aux autres membres de la même espèce. Rupert Sheldrake, sur la base d'une observation attentive du monde vivant, suggérant lui au contraire que des champs d'information subtils sont à l'origine de cette infrastructure en résonance dans laquelle se manifeste la réalité matérielle. Par conséquent, sa théorie suggère que le champ de résonance morphique, pour les êtres humains en particulier, pour toutes les autres créatures évoluées dans l'univers, contient non seulement les plans génético-biologiques des corps physiques, mais aussi leur nature psychique. Nos pensées, nos sensations, nos sentiments en sont collectivement influencés. Des interrogations sont ainsi suscitées. D'autres phénomènes biologiques ne peuvent en aucun cas être expliqués par les modèles biochimiques et physiques en cours. Par exemple, il n'existe pas encore d'explication convaincante à la synchronisation précise de vol ou de flux que l'on peut relever dans les géométries harmonieuses et changeantes des grands vols d'oiseaux ou des bancs de poissons. Chez certains types de poissons, tout le banc semble même se comporter comme un seul esprit. Cet esprit sent l'approche d'un prédateur et en un instant, il est en mesure de coordonner la manœuvre d'évasion du groupe. Ou bien, ils peuvent se comporter comme une base qui explose dans toutes les directions pour ensuite reformer instantanément un groupe compact. Les vols d'oiseaux agissent de façon quasiment identique. Il n'est pas inhabituel pour un vol de comprendre jusqu'à 100 000 oiseaux et malgré tout, le vol peut changer de direction presque instantanément. Il ne semble pas que le changement de direction soit le résultat d'un ordre donné par un quelconque chef de formation. Quoi qu'il en soit, il a été prouvé que dans le cas des oiseaux, comme dans celui des poissons, des formes connues de communication comme la vue et le son ne peuvent expliquer la simultanéité de ce comportement. Il semble vraiment que les poissons et les oiseaux, ainsi que d'autres espèces animales, possèdent une espèce de sixième sens qui dicte leurs mouvements en synchronie ou qu'ils soient soumis à un certain champ en mesure de coordonner harmonieusement leur comportement en tant que groupe. Sachez aussi qu'il existe des exemples identiques dans le monde végétal. Comme nous l'avons vu précédemment, il y a quelques instants, l'existence de ces champs morphiques a été empiriquement démontrée par l'observation de groupes d'animaux d'une même espèce. On a, par exemple, vous connaissez certainement cette expérience, remarqué que l'attitude acquise de certains singes vivant sur des îles japonaises, qui s'étaient mis à laver des patates douces avant de les manger, dérivait en fait du fait qu'un autre groupe de singes, de la même espèce, vivant sur une autre île spécifique, avait soudainement appris cette technique. En peu de temps, et sans qu'il n'y ait jamais eu aucun contact physique entre les groupes de la même espèce, les singes qui vivaient sur des îles différentes de celles du groupe de référence avaient eux aussi appris à l'improviste à laver les patates avant de les manger. Il s'agit là d'un phénomène évident de synchronicité au sein d'espèces ayant des affinités où l'information synchrone se manifeste entre les groupes.
À ce niveau de précision dans la vérification d'une théorie, on peut dire qu'il y a vraiment du quantique dans l'univers. Personne ne peut faire comme si le quantique n'était qu'un mode de l'esprit humain. Non, mais bien entendu, mais je vous dirais que tous les objets de la technologie moderne qui ont été développés dans les 100 dernières années sont basés sur la compréhension quantique du monde. Le laser, le transistor, l'ordinateur, la résonance magnétique nucléaire qui est utilisée en imagerie médicale, le GPS, les horloges atomiques, enfin... Vous pouvez nommer. C'est ce qui m'énerve un petit peu, c'est de voir que les gens utilisent ça tous les jours sans s'émerveiller et sans penser que derrière cela, il y a ces lois quantiques étranges sans lesquelles ça ne marcherait pas. Maintenant, on peut voir dans beaucoup de laboratoires des États-Unis des objets suffisamment grands à l'œil nu, situés à deux endroits en même temps. On peut même les photographier. Mais j'imagine que si tu montrais une photo, les gens diraient « Ah, très bien ! Ceci est une tache de lumière, j'en vois un peu ici, et un autre là. Il y a donc 2 points. Et alors, la superposition est pré-détection. Ce dont je parlais dans le film est de post-détection. Dans des circonstances normales, un seul objet, une fois détecté, est dans une seule position. Et malgré cela, on a créé des états de la matière dans lesquels les objets peuvent se rencontrer dans différentes localisations en même temps. Et pas seulement dans 2, mais jusqu'à 3000 localisations différentes. Les premiers de ces objets recevront le nom de condensés de Bose-Einstein. Ce sont des fonctions d'onde individuelles, ce qui veut dire que ce sont des particules individuelles. Mais même s'il s'agit d'une fonction d'onde individuelle, la fonction a des positions multiples. Tu dirais, regarde dans cette chambre, ça se voit. Oui, mais je vois 2 choses. Non, ce ne sont pas 2 choses, c'est une chose. C'est la même chose à 2 endroits différents. Ici, ce qui est effrayant, c'est qu'il s'agit toujours d'une seule fonction d'onde. Ce ne sont pas 3000 fonctions d'onde différentes. Ce n'est qu'une fonction d'onde. Ce n'est donc qu'une particule. Je ne suis pas sûr que les gens resteraient bouche bée, parce que je crois que les gens n'y croiraient pas. Je ne veux pas dire qu'ils diront « c'est un mensonge » ou « les scientifiques sont désorientés ». Je crois que c'est tellement mystérieux que tu ne peux même pas arriver à le comprendre, tellement c'est incroyable. Une particule dans 3000 endroits différents. Et si tu devais en peser une, pèsera-t-elle un 3 000e? Tu ne peux pas en peser qu'une seule. Pourquoi? C'est une particule indivisible. Mais si elle est dans des endroits différents, on ne peut pas mettre une balance sous l'une d'entre elles? Non, c'est inséparable. C'est ce qu'il y a de plus curieux, la partie conceptuelle. Il ne s'agit pas de 3000 bouts différents. Même si on dirait? Exact. On ne peut pas voir... Enfin, on ne voit pas les 3000 bouts, mais on peut voir les plus simples, ceux qui sont 2, 3 ou 4. Et si tu vas sur Internet, tu auras des photos de petits points qui flottent dans l'air. Ce sont des parties différentes du même objet. Elles ne peuvent pas se séparer. Ce ne sont pas 4 objets différents ou 6 objets différents. Ils sont une seule et unique fonction d'onde. Ils sont un seul objet. Bonjour l'embrouille mentale, n'est-ce pas? Parce que si tu y penses, tu dis... N'importe quoi? Non, ils sont là, ici, c'est évident qu'ils sont 1, 2, 3. Non, tu ne peux pas en séparer un du reste. Si tu essayes d'en séparer un des autres, l'objet disparaîtra. Et en plus, les gens ont vu Star Trek et d'autres choses. Télétransporte-moi, Scotty. Télétransporte-moi, Scotty. On dirait une sorte de... Bon, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce qu'il faut faire, c'est s'arrêter et penser à ce que ça veut réellement dire. Que c'est le même objet et qu'il est à 2 endroits différents en même temps. Et les gens font des expériences dans les laboratoires, se fâchent, mangent, rentrent chez eux et vivent comme si absolument rien d'incroyable n'était en train de se passer. Pourquoi faut-il le prendre comme ça? Et pourtant, il y a là quelque chose d'étonnant et de magique devant tes yeux. Dans les années 1920, la théorie quantique semble le meilleur espoir pour pouvoir comprendre ces étranges phénomènes. Elle suppose que les atomes ne se comportent pas toujours comme des particules individuelles,
Parfois, elles fusionnent et se comportent comme des ondes. Ils peuvent même être des particules et des ondes en même temps. Ce curieux paradoxe est difficile à accepter, même pour de grands esprits comme Albert Einstein. En 1925, un jeune physicien indien du nom de Bose envoie à Einstein un article qu'il n'a pas pu faire publier. Dans cet article, il applique les mathématiques qui régissent le comportement des particules légères aux atomes. Séduit par cette idée, Einstein entreprend des calculs supplémentaires. Il prédit qu'en descendant à de très basses températures, une fraction au-dessus du zéro absolu, il sera possible de produire un nouvel état de la matière obéissant aux principes quantiques. Cet état ne sera ni solide, ni liquide, ni gazeux. On lui donne donc un nom presque aussi étrange que ses propriétés, le condensat de Bose-Einstein. Pendant les 70 années qui suivent, la création de ce condensat reste un rêve. La matière peut avoir différents états. Les atomes portés à haute température forment toujours des gaz. Si on refroidit le gaz, il devient liquide. Si on refroidit le liquide, il devient solide. Mais dans certaines conditions, si on refroidit les atomes jusqu'à des températures très basses, ils subissent une très curieuse transformation, une sorte de crise d'identité. Je vais vous montrer ce que j'entends par là. Quand vous descendez à des basses températures, les propriétés mécaniques quantiques des atomes deviennent importantes. Ce sont des propriétés très étranges, mais chacun de ces atomes commence à avoir des propriétés ondulatoires. Au lieu de points comme ceci, on a des petits paquets d'ondes. Il est très difficile d'expliquer pourquoi, mais c'est ce qui se passe. Maintenant, à des très basses températures, ces paquets d'ondes deviennent de plus en plus longs. Et soudain, si on les refroidit suffisamment, ils commencent à se chevaucher. À ce moment-là, le système se comporte non pas comme des particules individuelles, mais comme des particules qui ont perdu leur identité. Elles ont l'impression d'être partout. Ce petit paquet d'ondes ici est incapable de dire s'il est celui-ci, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Il est là, là et là. Ils sont tous réunis dans un seul grand ensemble quantique. Ils se chevauchent tous, ils font tous la même chose. Disons, pour en donner une bonne approximation, qu'ils sont tout simplement au repos. Ce condensat de Bose-Einstein est très difficile à imaginer. Je peux imaginer ce que c'est que d'être un atome en train de se déplacer librement, de rebondir, d'aller parfois vite, parfois lentement. Mais dans le condensat de Bose, je suis partout à la fois. J'ai perdu mon identité. Je ne sais plus qui je suis. Je suis au repos et tous les autres atomes sont au repos, sauf qu'il n'y a pas d'autres atomes autour de moi. Nous formons un seul grand système quantique. On ne trouve rien de semblable en physique, ni dans l'expérience humaine. Le simple fait d'y penser suscite en moi l'émerveillement et la confusion. Au MIT, Daniel Kleppner et son équipe ont tenté de produire un condensat de Bose-Einstein avec de l'hydrogène. Tout semblait indiquer que l'hydrogène était l'atome idéal pour la condensation de Bose-Einstein. C'était une expérience visionnaire. Il fallait que nous refroidissions l'hydrogène 1000 fois plus que cela n'avait jamais été fait et obtenir des densités 1 million de fois supérieures à ce qui avait jamais été obtenu. Ça a été une période frustrante parce que nos méthodes étaient si complexes que nous avions du mal à progresser. Un condensat, c'est comme un vampire. S'il est touché par le soleil, il meurt. Son domaine est celui de l'obscurité. Mais on peut le prendre en photo en flashant le faisceau laser très vite. En mourant, le condensat projette une ombre qui est capturée sur la pellicule. Wyman et Cornell ont créé un condensat de Bose-Einstein à partir d'un nuage de 3000 atomes de rubidium. C'est le premier condensat de l'univers, pour autant qu'on le sache. Ils atteignent une température située à 170 milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. La première chose à savoir sur le condensat de Bose-Einstein, c'est que c'est très froid. Dans cette pièce, la température est bien supérieure au zéro absolu.
Si la température de la pièce est représentée par Londres, à des milliers de kilomètres, et si ici à Boulder c'est le zéro absolu, la température la plus froide qui soit, à quelle distance le condensat est-il du zéro absolu? Si Londres est la température ambiante et que le zéro absolu se trouve là où je suis, la condensation de Bose-Einstein n'est séparée du zéro absolu que par l'épaisseur d'une mine de crayon. Quelques semaines après l'équipe de Boulder, Wolfgang Ketterle produit un condensat encore plus gros, à partir de 10 millions d'atomes de sodium. Enfin, la mécanique quantique n'est plus un charabia théorique, mais un phénomène observable à l'œil nu. Wyman, Cornell et Ketterle se partagent le prix Nobel de physique en 2001. Comme n'importe quelle grande aventure, la recherche scientifique n'offre aucune garantie de succès. Mais pour le père des atomes ultra-froids, la persévérance a fini par payer. Après 20 ans de tentatives pour obtenir un condensat dans l'hydrogène, Daniel Kleppner est enfin arrivé au but. Pendant quelques brefs instants, son rêve est devenu réalité. Pour les pionniers qui ont réalisé le rêve d'Einstein et créé des condensats, une extraordinaire décennie vient de s'achever. Je dois dire que je suis très impressionné d'avoir un amphithéâtre plein pour entendre parler du vide. A priori, c'est un sujet, on pourrait dire que c'est assez creux et qu'il n'y a rien à dire sur le vide, c'est ce qu'on aurait pu penser. Eh bien, je vais essayer de vous montrer que le vide, en fait, ça a accompagné des bouleversements scientifiques majeurs, le passage de la physique. Déjà dans la physique classique, à la fin de l'époque de la physique classique du 19e siècle, la question du vide était une question centrale. Notamment, le vide était-il vide ou y avait-il de l'éther dans le vide? Ensuite, on est passé à la théorie de la relativité. De nouveau, le vide a été une question centrale à travers la propagation de la lumière dans le vide et la vitesse constante de la lumière et le bouleversement sur l'espace et sur le temps qu'a amené la théorie de la relativité et donc la compréhension du vide. La mécanique quantique introduit des ondes partout, même pas attachées à la matière, les électrons sont des ondes, donc remplissent tout l'univers, un électron remplit tout l'univers, donc il y a déjà la notion de vide va être fortement bouleversée. Et finalement, quand on combine la mécanique quantique et la théorie de la relativité, on obtient des fluctuations quantiques du vide qui peuvent donner un espèce de vide qui fourmille de particules pendant des temps très courts, et plus les temps sont très courts, plus le vide fourmille de particules, et il apparaît comme un quasi-milieu, j'en parlerai, et les particules réelles se propagent dans ce quasi-milieu fourmillant, lequel quasi-milieu donne une certaine viscosité, et c'est ça qui donne une masse aux particules. C'est la théorie moderne de la physique des particules. La masse des particules n'est plus une propriété intrinsèque, c'est une propriété dans la manière dont les particules interagissent avec ce vide fourmillant. Et ce vide fourmillant, il est sensible aussi à la nature, bien sûr aux lois physiques, et à la composition de l'univers, et notamment, il est sensible, c'est un espèce de milieu sous-jacent, il est sensible même à la température de l'univers, et on pense que le vide a pu connaître des transitions de phase. Et on a bien obligé d'imaginer maintenant que le vide possède une énergie. Alors comment mesurer cette énergie? C'est ce que je dirai à la fin. C'est que normalement, vous savez qu'on est sensible essentiellement à des différences d'énergie. On ne connaît pas l'énergie absolue d'un état. Ce qu'on voit, c'est des différences d'état, des différences d'énergie. Mais il se trouve que la gravité
elle, est sensible à l'énergie en valeur absolue. Et donc par la gravité, on peut voir si le vide a une énergie. Et les derniers résultats c'est le dernier morceau du puzzle du vide, les derniers résultats cette fois-ci de cosmologie et non plus de physique des particules, ont montré que quand on regarde la lumière se propager sur de très grandes distances, on est obligé d'admettre que le vide possède une énergie. Et c'est une des grandes interrogations. L'énergie du vide, on pourrait dire c'est négligeable, c'est rien du tout. Ben non, on trouve que ce qu'on trouve actuellement, c'est que c'est la forme d'énergie qui domine la gravité, qui domine l'univers. Ça n'est pas la matière visible, ça n'est pas le rayonnement, ça n'est même pas la matière noire dont tout le monde vous a parlé jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il semblerait que c'est l'énergie du vide qui triomphe. Alors on pourrait dire, bon, ben, la boucle est bouclée, maintenant on arrive à une compréhension du vide avec une énergie. C'est pas tout à fait vrai parce que la valeur que l'on mesure, puisqu'on mesure quelque chose pour l'énergie du vide, a rien à voir avec les préjugés qu'on pourrait avoir par les calculs, même des calculs aux dimensions, que l'on peut faire avec la physique des particules. Il y a, alors soit l'énergie du vide devrait être zéro pour une raison qu'on ne comprendrait pas, mais si elle n'est pas zéro, on s'attendrait à ce qu'elle soit beaucoup plus importante que ça. Et on parle de 120 ordres de grandeur, c'est la grande énigme de ce qu'on appelle aussi la constante cosmologique. Parce que tout le monde pense que dans le vide, il n'y a rien. Mais d'après l'autoconsistance interne, la consistance de la mécanique quantique et la théorie de la relativité, il doit y avoir un équivalent de 10 puissance 94 grammes d'énergie-masse en considérant chaque gramme de l'énergie identique à la masse par la vitesse de la lumière au carré. Et cela représente beaucoup. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Que si l'on pouvait supposer que l'univers est plat, chaque fois on découvre plus de chiffres astronomiques qui démontrent qu'il est plutôt plat. Si l'on pouvait supposer cela, nous prendrions ensuite du volume ou nous pourrions prendre le vide d'un seul atome d'hydrogène qui mesure environ 10 puissance moins 23 cm3. Si l'on prenait cette quantité de vide et que l'on extrayait l'énergie latente, on verrait qu'elle a 3 billions de plus d'énergie que toute la matière de toutes les étoiles et de toutes les planètes dans un rayon de 20 millions d'années-lumière. C'est beaucoup, énormément. Et si la conscience te permet de contrôler, même s'il ne s'agit que d'une infime fraction, il est alors facile de provoquer un Big Bang. Les organisations comme la NASA ou la British Aerospace essaient de profiter de cette incroyable mer d'énergie, tellement grande qu'elle est impossible à imaginer. Et ils pensent que si on peut l'exploiter, nous serons capables de voyager dans d'autres galaxies. Ils comprennent que dans l'espace vide, il y a une énergie incroyable. Mais Steve Lamoureux, un physicien atomique de l'université de Yale, s'est juré de localiser cette curieuse forme d'énergie, et il pense que la réponse se trouve tout autour de nous, dans la matière même de l'espace. On imagine toujours le vide spatial complètement vide, mais en fait, il y a une densité énergétique dans l'espace vide qu'on appelle l'énergie du point zéro de l'espace. En mécanique quantique, le vide spatial est en théorie constamment traversé de vibrations d'énergie microscopiques avec des particules qui naissent et meurent. Pour créer de l'énergie négative, il faut trouver le moyen de supprimer cette activité constante. Steve a compris que pour ce faire, il fallait modifier la forme de l'espace. Voilà une analogie. Si deux bateaux sont sur une mer agitée, l'un et l'autre vont avoir tendance à renvoyer les vagues au loin. Donc la vague présente entre les deux bateaux est moindre comparée à celle qui entourerait un bateau seul sur une mer déchaînée. Donc deux bateaux sur une mer agitée s'attirent l'un l'autre. Steve s'est dit que s'il créait une zone d'espace vide assez étroite, comme celle entre les deux bateaux, alors une partie de l'énergie du point zéro ne tiendrait pas dedans. L'énergie de l'espace vide, en dehors de la zone étroite, serait plus forte et la forcerait à se réduire. Cette force serait la signature de l'énergie négative et Steve a cherché à la créer dans son laboratoire. Son idée allait le dévorer pendant plus d'une décennie. On l'appelle la machine à remonter le temps. C'est la numéro 2 en fait. C'est la deuxième version. Comme j'y ai investi 15 ans de ma vie, ce qui fait beaucoup, c'est une machine à perdre son temps plus précisément. Dans cette chambre à vide se trouvent deux petites plaques de métal distantes d'à peine un cheveu l'une de l'autre.
Pour les rapprocher à ce point sans qu'elles se touchent, le métal doit être parfaitement plat, à un niveau quasiment atomique. Les fluctuations du point zéro de l'espace libre tiennent moins bien entre les plaques. Donc, quand on rapproche les deux, il y a moins de fluctuations entre elles qu'à l'extérieur. La force augmente et elle s'intensifie à mesure que les plaques se rapprochent. Et c'est cette force qu'on dit venir de l'énergie négative. Imaginons deux bouts de carton qu'on met dans une boîte avec des chips de polystyrène qui flottent autour. Si les cartons sont assez proches pour que les chips ne puissent pas se coincer entre eux, alors le gros des collisions se passe à l'extérieur et non entre eux, et les cartons sont soumis à une force qui les rapproche. Et par analogie aux chips à l'extérieur, on a des photons à l'extérieur qui rapprochent les deux plaques. C'est l'énergie négative. L'énergie d'un point zéro fluctuant à l'extérieur des plaques est plus forte que celle à l'intérieur, de sorte que la pression venant de l'extérieur les rapproche. Ou, autrement dit, l'énergie négative entre les plaques distord l'espace autour de celles-ci. Grâce à son travail méticuleux, Steve est la première personne sur Terre à avoir mesuré une force produite par l'énergie négative. Mais la quantité détectée est minuscule. Cette force est égale au poids d'un globule rouge dans son champ de gravitation, très petite. Mais si on ajoute des milliers de ces plaques, comme dans notre expérience, on arrive à une force palpable et utile. La découverte de Steve n'est peut-être qu'un petit pas vers la distorsion, mais elle confirme que la métrique d'Alcubierre n'enfreint pas les lois de la physique. Les physiciens les plus rigoureux ont essayé de s'accrocher à la réalité physique pour comprendre de quoi elle est faite et voir les éléments impassibles de construction de la vie. Sur cette base, la vie, l'univers, nous échappent des mains et ils s'accrochent à une idée qui devient chaque fois plus abstraite, qui est définie comme le champ unifié. C'est une pure possibilité abstraite qui émerge en forme d'ondes de vibration pour donner lieu aux particules, aux personnes, à tout ce que l'on voit dans cet univers énorme. Bienvenue à la planète plate. Un monde fait uniquement en 2 dimensions. Exclusivement vers l'avant et vers l'arrière, à droite et à gauche. Dans ce monde, il n'y a pas de haut et bas. Je demande à Ray où est Toti, et il m'a dit qu'il était sorti. D'où sort cela? Ça peut bien être. Dans ce monde, les êtres bidimensionnels qui y vivent ne peuvent pas penser à des objets tridimensionnels. Les habitants bidimensionnels de la planète plate ne peuvent pas vraiment comprendre un cube, une sphère, un tétraèdre ou vous-même. Dans une perspective bidimensionnelle, mon doigt tridimensionnel se voit plus ou moins comme cela. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Courez, courez! Bonjour, petit cercle. La peur de l'inconnu, ou encore mieux, à ce que tu ne connais pas encore, c'est une énigme. Si nous ne voyons que ce que nous connaissons, comment pourrait-on voir quelque chose de nouveau? L'inconnu, comment arrivons-nous à sortir de notre boîte? Bonjour, petit cercle. N'aie pas peur. Qui a parlé? Où es-tu? C'est la partie la plus difficile à expliquer. Je suis dans une autre dimension, dans un autre espace. Je suis au-dessus de toi.
Non! N'utilise jamais ce mot. Jamais! Quel mot? Celui qui commence par H. Au-dessus? Il est interdit. Eh bien, ça veut dire quoi d'après toi? Je ne sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Si tu utilises ce mot, tu peux recevoir une punition très sévère. Et tu es un fantôme? J'espère pas. J'ai juste une perspective différente à la tienne. Je peux voir les choses différemment à toi. Ah oui? Prouve-le-moi. Bon, d'accord. Tu as un coffre-fort dans la remise. Dedans, il y a 12 pièces, un testament et un passeport. Comment tu sais ça? Qui es-tu? Es-tu un dieu? En fait, pas plus que toi. Regarde, comme je suis au-dessus de toi, dans la 3e dimension, je peux voir l'intérieur des choses de ton monde. Dans la 3e dimension? Tu es un fantôme cinglé. Il n'y a que 2 dimensions. Regarde. Et si je veux toucher la partie intérieure de ton estomac, comment dois-je faire? Tu devras me couper la peau. Sinon, c'est impossible. Arrête! Tu en veux plus? Plus de quoi? Dimension? Oh? Direction? Non. Oui. C'est que... il n'y en a pas. Plus. Que m'arrivera-t-il? En quoi vais-je me transformer? Tu dois te transformer pour le savoir. D'accord. Excellent. Je n'avais aucune idée. C'est curieux, n'est-ce pas? Ce qui nous effraie le plus nous donne ensuite le plus d'émotions.